Cette semaine, Paul Mahel, ce sont ces arrestations très médiatisées, notamment celle d'une blogueuse. Est-ce un signal fort de l'État concernant notamment des fléaux comme la diffamation, voilà, qui d'ailleurs c'est l'une des raisons, ou un risque pour la liberté d'expression? Est-ce un signal fort ou un risque pour la liberté d'expression? Où se trouve la limite? Non, d'abord, ce que je voulais dire, c'est que je ne souhaitais pas me prononcer sur ce sujet spécifiquement parce que je pense que le Cameroun a des problèmes beaucoup plus importants, surtout en ce moment-ci, oui. Pour que nous cédions à des éléments de distension. Je pense que c'est un élément qui contribue. Vous savez, dans ce pays, chaque fois qu'il y a un sujet sérieux sur la table, on essaye de noyer le poisson en créant un événement qui va apporter. Je vais vous prendre un exemple. Vous vous souvenez que dès qu'on a pensé à parler, pendant que le projet de révision constitutionnelle était sur la table des députés oui. à l'Assemblée nationale, on a commencé à voir sur les réseaux sociaux, on a commencé à sortir les affaires. Ah, le président de l'Africafoot est poursuivi pour X, il est poursuivi pour Y, il est plein d'affaires de 2004, 2024, 2025 ont commencé à surgir. Voyant que ça ne prenait pas, il fallait créer un sujet qui puisse détourner l'attention des gens et on a créé ce sujet d'arrestation pour dire que bon. Et vous voyez que là, ça marche. Ça cristallise les attentions. Oui, ça cristallise toute l'attention, alors qu'on a des problèmes beaucoup. Là, on est en train de parler d'une révision constitutionnelle qui engage l'avenir du pays, qui engage le devenir de nos enfants. Et vous voyez que l'attention est cristallisée sur une affaire d'une arrestation d'une jeune dame parce qu'avoir accusé ceci. Non, je pense que c'est de... Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. C'est une paix sans armes, un silence qui prépare la crise. Le pape Léon XIV l'a dit, pas de paix véritable sans vérité et sans justice. Ce dimanche. Salut, moi c'est Meilleur Cyril. Nos statistiques montrent que seuls 29% de ceux qui regardent nos contenus prennent le temps de liker, commenter ou partager. Si tu apprécies ce qu'on fait ici, je t'invite à faire ce petit geste. Like, partage et laisse un commentaire. Ça ne te prend qu'une seconde, mais pour nous, ça change tout. Je m'engage à vérifier chaque information, à te proposer des contenus clairs, bien construits et utiles pour que chaque vidéo mérite ton attention. Merci pour ton soutien. Sans plus tarder, passons à l'essentiel. Je pense que c'est de la distraction, c'est monté de tous pièces et c'est fait à dessein. Et chaque jour, vous avez un nouveau rebondissement. Elle devait sortir aujourd'hui. Non, elle n'est pas ressortie parce qu'il y a 17 autres plaintes. Après, elle devait ressortir hier. Elle n'est pas ressortie parce que son manager a dit que... C'est-à-dire qu'on essaie de faire monter ça le plus possible pour que nous sortions complètement des sujets qui nous intéressent. Mais pour répondre quand même à la question que vous posez, puisque vous me la posez, non, je ne pense pas que ce soit un signal de quoi que ce soit. Je pense effectivement que c'est orchestré pour jouer son rôle de distraction. Et quand vous écoutez, moi je lis un peu, j'essaie de lire ça en passant comme ça, quand vous regardez les histoires, vous entendez que non, on a soudoyé tel a donné l'argent à tel, les voix de tel sont dehors, les voix de ceci sont ceci, ça n'a rien à voir avec la vraie justice, avec le vrai désir de réparer les injustices que subissent les gens. Parce que oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont malheureusement venus ouvrir la porte à la diffamation. Mais ça, c'est pas de la liberté d'expression. La liberté d'expression consiste, Marie-Flore, à donner votre opinion sur un sujet. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pas que je m'assois chez moi et commence à dire que, mais comme vous voyez, Marie-Flore, là, elle est ceci, elle est cela, elle a fait ceci, elle a fait ceci, elle a fait ceci. Non. Oui. La vie privée, le fait que des gens soient... Il faut faire la différence. Et nous, en journalisme, on le sait très bien. C'est-à-dire que la vie privée des personnes publiques n'a d'intérêt pour le journaliste que je suis et que tu es, Marie-Flore, que si cette vie privée-là a un impact sur ses activités publiques ou sur ses missions publiques. En dehors de ça, on peut être une personnalité publique et avoir droit à une vie privée. Moi, je vois des gens qui calomnient, des gens qui disent des choses dont ils ne peuvent soutenir par aucun élément de preuve. On ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, et accepter que des gens se mettent à diffamer des gens, à tenir des propos. Moi, je vois ça tous les jours. Il y a des jours où vous ouvrez les réseaux sociaux, vous lisez des choses sur quelqu'un, vous vous demandez, mais est-ce que si on demande à cette personne de pouvoir apporter des éléments de preuve sur ce qu'elle dit, on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça. Malheureusement, comme je dis, ce n'est pas le bon exemple. Le bon exemple, ce serait des vrais cas de diffamation que je vois déjà subir ici tous les jours. Mais si vous, Marie-Flore, aujourd'hui, parce qu'on n'avait aucun intérêt, ou alors si le monsieur Lambda se lève et va au commissariat dire que j'ai été diffamé, personne ne prendra ça en compte. Là, ça a été pris en compte parce que c'est un élément qui permet de distraire la population, de nous sortir des vrais sujets et de nous amener sur un terrain de la blague, de quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Après, s'entendre que non, on l'a libéré, ils vont arranger leur affaire, peut-être que je ne sais pas quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas commenter ce sujet, mais je dis que non, la liberté d'expression n'est pas la liberté de calomnier, de diffamer, de dire des choses sur des personnes qui ont des responsabilités, qui ont des collaborateurs, qui ont des familles. Et parmi les informations importantes, il y a ce recensement général de la population et de l'habitat qui démarre aujourd'hui. Paul Mahel, pourquoi est-ce si important pour le Cameroun?
Écoutez, l'agrégat démographique est un agrégat très important en économie et dans la vie politique d'un État. C'est très important de savoir combien de personnes vous avez. Et vous savez que le dernier recensement de la population date, j'espère que je ne dis pas de bêtises, 2004, 2005, 2005, voilà. Et qui est sorti, je pense, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Oui, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, pourquoi le Nigeria est l'une des premières économies d'Afrique? Simplement parce qu'il y a 150 millions de personnes. Si vous avez 150 millions de personnes et que chaque personne au PIB ramène $1 par jour, vous avez 150 000 $ par jour de PIB. C'est quelque chose, c'est d'abord un agrégat économique important, mais en plus, également, sur le plan politique, si vous allez aux élections, vous devez savoir combien de personnes vont aux élections, vous devez savoir combien de personnes sont potentiellement électeurs, c'est-à-dire que sont en âge de voter, vous devez avoir la maîtrise de la population. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous avez vu que les chiffres n'évoluent pas beaucoup en termes d'inscrits sur les listes électorales, parce que les chiffres de la population, eux aussi, n'ont pas suffisamment évolué. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui se pose, on le connaît tous, c'est la difficulté d'accès dans certaines zones pour le personnel chargé de ce recensement. Là, on espère qu'au sorti de ça, il n'y aura pas de traficotage des chiffres et qu'on aura les vrais chiffres de la population camerounaise. Donc, je salue cette initiative, j'espère qu'elle va aller au bout, qu'elle va être menée rondement et qu'on aura finalement plus au terme de 10 ans, parce que c'est en 2026. Si il faut attendre 10 ans, on sera après l'émergence, parce que l'émergence est prévue en 2035. À l'horizon. Donc, d'accord, l'horizon, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 2040. Okay. Non, je pense que c'est une très bonne initiative, donc on attend les agents chargés de recensement avec beaucoup d'impatience en espérant que les chiffres permettront d'avoir une idée claire de ce qu'est la population camerounaise aujourd'hui. Je rappelle que ce recensement commence aujourd'hui, 24 avril, et va s'achever le 29 mai, une vaste campagne qui permettra aux agents recenseurs de parcourir les villes et les villages. Malheureusement, des formations professionnelles, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu suffisamment de communication autour de cette initiative. Il faut qu'on arrête de penser que le Cameroun, c'est Douala et Yaoundé. Quand on a publié quelque chose sur les réseaux sociaux, que les Camerounais sont au courant. Moi, je viens de Lobadje, qui est, comme vous le savez, à 40 km ici, et je n'ai pas l'impression que là-bas, les populations soient au courant qu'il y a un recensement de la population qui va arriver. Du coup, quand les agents chargés du recensement vont arriver dans les domiciles, ils peuvent être repoussés. Donc, je n'ai pas eu l'impression qu'on a mis véritablement l'accent sur les communications. Je ne sais pas si je n'ai pas fait attention, mais moi, je n'ai pas vu il y a juste eu une communication sur l'annonce des recruteurs, des recenseurs, des agents recenseurs. La plupart des sous-préfectures. Je me souviens qu'en 2005, on avait eu le droit des publicitaires TV, radio, on avait eu le droit de l'affichage qui disait aux gens que les agents de recensement vont passer chez vous. Et là, on n'a rien vu, pas de communication du tout. Comme d'ailleurs, pour le décrier, il n'y a pas eu suffisamment de communication sur la visite du pape. Je ne sais pas si vous avez fait. Enfin, moi, je parle en tant qu'expert du domaine. Il n'y a pas eu suffisamment. On a pensé que le simple fait de dire que le pape arrive était assez suffisant pour faire venir du monde. Résultat des courses, on a eu 120 000 personnes. Voilà, selon les chiffres de KTO Télévision, alors qu'on aurait pu en avoir entre 600 et 700 000. Donc, je pense qu'il y a eu un problème de communication, aussi bien sur l'arrivée du pape, sur les différentes articulations, sur les différents mécanismes qui permettaient d'accéder à vos sites où le pape veut aller. Donc, il y a des gens qui se réveillaient le matin du jour où le pape était à Douala pour aller sur le site et se rendaient compte que l'accès au site était fermé. Il y avait des gens qui ne savaient pas qu'il fallait aller chercher les tickets pour aller à la visite du pape. Bon, tout ça, c'est des éléments de communication. Généralement, on néglige ça, mais il faut communiquer là-dessus. Est-ce que justement, Paul Maël, ce manque de communication peut biaiser les données? C'est-à-dire que les agents vont arriver quelque part et être reflés par les populations? Mais oui, parce que regardez ce qui se passe. Il se passe que par exemple, moi dans mon domicile, je sors le matin pour aller travailler, les enfants sortent pour aller à l'école, mon épouse également sort pour aller chercher son pain quotidien. Si les agences recenseurs arrivent chez nous et trouvent le personnel de maison qui va leur dire que non, on n'a pas dit que vous venez ici, d'ailleurs, même peut-être que même les partis au marché, ils vont venir à ces portes-là, ils vont passer et se dire qu'il n'y a personne. Donc il faut préparer les populations à ça, il faut préparer tout le monde à ça, qu'il y a des agents recenseurs. Et dans mon village particulièrement également, par exemple, les gens vont arriver, si c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas des gens recrutés au village, ils vont venir dire que nous venons pour le recensement. Il y a beaucoup de susceptibilité aujourd'hui et beaucoup de suspicions. Dès que quelqu'un que vous ne connaissez pas se pointe devant votre porte, regardez déjà les déboires auxquels font face des agents de Kamwata et de Eneo. Donc s'il y a des agents du ministère de la santé publique qui passent généralement pour les campagnes de vaccination, voilà, vous voyez qu'ils ne sont pas toujours accueillis à bras ouverts. Donc ça peut effectivement biaiser les chiffres parce que les gens qui recensent font quoi? Ils marchent à pied, ils ne sont pas en véhicule. Donc ils font du porte-à-porte, aller de maison en maison. Donc le cas est déjà fatigué, il arrive là, quelqu'un lui casse encore la tête à lui posant les questions que tu viens d'où, tu dis que c'est pourquoi et tout ça, il est fatigué, il n'essaye pas. Ça peut avoir un impact sur les chiffres qu'on va avoir au final. Oui, Emmanuel. Moi je ne vais pas tomber dans le piège de l'oubli. C'était vendredi précisément, alors que le pape séjournait bien sûr déjà au Cameroun. Il est reparti samedi dernier. Le pape Léon XIV qui a quitté donc Yaoundé. Au-delà des cérémonies, quel message fort laisse-t-il à la société camerounaise, notamment sur la paix et la cohésion sociale? Écoutez, le pape, je fais partie des gens qui étaient un peu sceptiques quant à la visite du pape au Cameroun. Et finalement, j'ai aimé cette visite parce qu'elle a été riche d'enseignements. Les 3 étapes de la visite du pape, Yaoundé, Douala et Bamenda, étaient assez particulières. Particulière pour chacune des étapes. Yaoundé, il s'est adressé à l'establishment. Il a décrié la gouvernance, il a décrié la corruption, il a décrié l'absence de l'état de droit, il a décrié l'absence de justice, il a dit aux gens que vous êtes au service des gens que vous gouvernez. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait amener ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui à comprendre que on n'est plus ce petit pays qui était fermé en Afrique centrale et que personne ne regardait, qu'aujourd'hui on a les yeux du monde sur nous et que tout ce que nous faisons en matière de gouvernance, en matière de gestion des affaires publiques est regardé par les Camerounais, mais aussi à travers le monde par d'autres dirigeants. Et le pape est une autorité morale suffisamment forte et dont la voix porte, qui puisse porter un message pour dire aux gens, attention, vous êtes en train d'aller vers le mauvais côté, pas seulement du quotidien, mais le mauvais côté de l'histoire. Ressaisissez-vous et revoyez la façon dont vous dirigez ce pays ici. À Bamenda, le pape a prêché la paix. Il a prêché pour la paix. Et je dis toujours qu'il y a quelque chose de fascinant que la visite du pape nous a démontré, c'est qu'aujourd'hui, même les séparatistes
veulent la paix. Le fait qu'ils aient accepté un cessez-le-feu de 3 jours, malheureusement, qui s'est achevé dès le départ du pape, parce que vous le savez, Marie-Flore, dès le départ du pape, il y a eu de nouveaux attentats qui nous ont fait perdre d'autres compatriotes, notamment dans nos forces de sécurité et de défense. Oui. C'est triste. Mais au moins, ça revient à quelque chose que nous disons depuis. C'est-à-dire que depuis, nous disons que pour l'une des choses qui permettrait de commencer à mettre un terme au conflit, c'est de chercher un médiateur qui viendrait donc permettre que les deux parties puissent s'asseoir. Mais avant de s'asseoir pour commencer à dialoguer, il faut un cessez-le-feu, parce que comme vous arrêtez un conflit, en commençant d'abord par le cessez-le-feu. Vous ne discutez pas, vous ne reconstruisez pas pendant que les balles sont en train de crépiter. Et là, on a eu un signal en disant, aujourd'hui, on sait que, par exemple, si le Vatican décidait d'être le médiateur dans ce conflit-là, peut-être qu'on obtiendrait un cessez-le-feu. Et étant donné la prégnance que l'Église catholique romaine, notamment, a sur l'État du Cameroun et sur la politique camerounaise, peut-être qu'il pourrait être écouté des deux côtés. C'est une piste que si j'étais parmi les dirigeants, je creuserais et je verrais dans quelle mesure, si on est vraiment dans la recherche de la paix, on devrait creuser. Mais on n'est pas dupe non plus. Vous avez bien entendu Monseigneur Nkéa de Bamenda qui a dit dans son discours que le conflit ne s'arrête pas parce qu'il y a des gens, aussi bien chez les gouvernants que chez les séparatistes, qui ont des intérêts et qui ne veulent pas que le conflit s'arrête. À Douala, je pense que le pape s'est adressé à ce qui est, de mon point de vue, le Cameroun dans son entièreté, parce que vous savez que Douala c'est la ville la plus cosmopolite du pays. On y retrouve tous les Camerounais, tous les ressortissants camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et à eux, le pape a prêché un message d'espoir pour dire non, ne baissons pas les bras, il faut pas sombrer dans la résignation, il faut continuer d'y croire, il faut continuer de se battre pour ces convictions-là. Selon vous, en résumé, oui. Selon vous, le pape Léon XIV est reparti en laissant plus d'espoir que d'interrogation? Les deux à la fois, mais je pense que quand on écoute le message du pape, il y a des sujets qui permettent de penser que oui, il y a de l'espoir. Et moi, je fais partie des gens, peut-être un optimiste bête et béat, mais je pense qu'il faut toujours garder espoir et il faut toujours continuer à se battre. Parce que dès qu'on a perdu l'espoir, on a tout perdu, même la force de continuer à se battre. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons plus que jamais besoin de continuer à nous battre. Pas forcément pour nous, mais pour les générations à venir. Regardez dans quelle situation aujourd'hui est notre pays, dans quel niveau de décadence est notre pays. Si nous le subissons, imaginez ce que les générations futures vont subir. Donc il faut que nous aujourd'hui nous avons le devoir de continuer à nous battre pour eux, de continuer à nous battre pour que la flamme ne s'éteigne pas, parce que si elle s'éteint, nous somberons tous dans l'obscurantisme définitif. Et pendant ce temps, il y a cette note de service du secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a circulé, appelant notamment les différents employés de l'Assemblée nationale désormais à signer des notes de présence. Est-ce que vous pensez qu'une solution comme celle-là pourrait ramener plus de sérénité financière dans cette chambre basse de notre Parlement, quand on connaît les différents rapports qui ont circulé parlant notamment du domaine financier à l'Assemblée nationale? Ce qu'il faut d'abord dire, Marie-Claude, c'est que pourquoi la note est arrivée? La note est arrivée parce qu'un audit a permis de découvrir qu'il y a 150 salaires fictifs à l'Assemblée nationale sous l'ère Cavaillé et Guy Djibril. C'est-à-dire que, et c'est un secret de Polichinelle, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait transformé l'Assemblée nationale en son petit harem, en son petit territoire, en son petit royaume où il décidait, il fallait voir seulement l'arrogance avec laquelle son directeur de cabinet s'adressait parfois à des membres du gouvernement ou alors à des personnalités haut placées dans l'administration. Donc c'était devenu le territoire du village, c'était la chefferie de Madabis. Donc c'est ces problèmes que le pape décrit justement dans son discours, ces problèmes dans la gestion et la répartition des ressources, ces problèmes dans la façon de gouverner, de manager les ressources d'un pays. Espérons que le nouveau PAN, M. Dato, qui a commencé avec cet audit, ne va pas sombrer dans les mêmes travers. Parce que généralement, Marie-Flore, vous savez, quand vous êtes nommé à un poste de responsabilité, c'est parfois les pressions sociales. C'est-à-dire qu'autour de vous, les gens commencent à vous dire que c'est notre tour, maintenant ton prédécesseur faisait ceci, toi aussi fais ceci, maintenant et tout ça. C'est ces pressions qui finissent, parce que même la corruption que vous voyez là, la corruption et les détournements viennent de quoi? Elles viennent de ce que, quand vous êtes nommé un poste de responsabilité, les gens ne voient que l'argent, ils ne voient pas le devoir que vous avez vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des Camerounais. Ils voient que vous êtes à un poste qui est un poste, comme on dit trivialement, juteux, et que vous devez faire redistribuer les fruits de la croissance. Donc vous avez la pression du village, vous avez la pression des cousins, vous avez la pression des amis, et vous finissez parce que vous n'avez pas les moyens, on sait tous combien gagne un ministre dans ce pays, vous n'avez pas les moyens de satisfaire toutes ces pressions-là. Du coup, vous êtes obligé d'être corrompu, vous êtes obligé de détourner les deniers publics, vous êtes obligé de X ou de Y. Espérons que M. Dato
qui est d'abord présenté comme un opérateur économique et qui est également un parlementaire assez averti, ne sombrera pas dans les mêmes travers et que pour une fois, on aura une Assemblée nationale qui sera le reflet de la société camerounaise, c'est-à-dire que le reflet de la compétence, le reflet du travail bien fait au service du peuple camerounais. Parce que plus que toute autre institution, l'Assemblée nationale est la représentation nationale, donc elle est la représentation du peuple camerounais et doit donc travailler pour servir ce peuple-là. Ce qui a également fait l'actualité. Journaliste réputé et cette semaine, en cette fin de semaine, on a perdu un très grand journaliste qui a été également ministre de la Communication, Biti Biessam quand même. Évocation de sa mémoire, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous revient de ce grand journaliste quand même, Biti Biessam, qui était jusque-là ambassadeur? J'aurais pensé que tu me demanderais plutôt de parler du cas de notre confrère aîné Roger Betala, qui est décédé dans des conditions qui mériteraient qu'une vraie enquête soit ouverte et que des personnes soient minimalement mises en examen. Monsieur Biti, je pense que tout le monde se souviendra. Rappelons que le journaliste Betala est décédé après une opération chirurgicale. Oui. Mais c'est le narratif de toute l'histoire qui est intéressant, c'est-à-dire que ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez louper une marche d'escalier et en mourir. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez arriver dans une formation sanitaire à 10h et vous voyez le chirurgien, le médecin à 15h. Ça veut dire, et on est un lundi, parce que c'était pas un dimanche, c'était pas un jour férié, c'était un lundi. Il est tombé à son bureau aux environs de 9h30, il a été transporté à la clinique Le Jourdain à 10h et il a vu le médecin à 15h. Alors qu'il était porté par un projet de la Banque mondiale, donc qui avait un partenariat avec cette clinique-là, on a quand même exigé que son épouse verse 900 000 de caution. Après qu'elle ait versé les 900 000 de caution, au moment du transfèrement pour l'hôpital général, on lui a encore demandé de verser 274 000 pour l'ambulance, alors qu'il venait de se faire opérer dans cet hôpital-là. Et il est décédé dans des conditions, il est décédé à 5h du matin. Son épouse n'en a été informée que 2h30 plus tard. Elle n'a eu accès au corps que 2h30 plus tard, sans que personne vienne lui dire ce qui s'est passé. Donc vraiment, comme je dis, c'est un décès qui mériterait qu'on s'y intéresse. Qu'une enquête soit ouverte. Monsieur Biti Biessam, je pense que tout le monde se souviendra surtout de lui comme étant cet homme public qui avait mis de l'argent privé dans un compte public qui appartenait à un homme public. Et qui n'a pas pris le caractère privé parce que c'est dans un compte public. Comme je le dis toujours, la mort appelle la circonspection et le silence par respect pour le défunt. Donc je ne dirai pas grand-chose pour lui. Je transmettrai simplement mes condoléances à sa famille qui est éprouvée par cette perte-là. Et voilà, merci. Merci infiniment. Bonjour. La quatrième partie du Code de l'indigénat, cet ensemble de lois édictées par la puissance coloniale française dès son arrivée en terre africaine. Il était conçu précisément pour enlever tous les droits aux habitants et dans l'intérêt tout assuré de l'administrateur français avec quelques bribes concédées aux traducteurs. Article 22. Abattage d'arbres à rendement économique. Ce que la norme interdisait, couper ou détruire des palmiers à huile ou des arbres à caoutchouc sans autorisation. Un homme abat un palmier à huile dans son champ ancestral pour construire le toit d'une case pour sa fille qui se marie. C'était un arbre de 40 ans planté par son grand-père, condamné. L'arbre appartient à l'économie coloniale. La foudre abat un EVA. Le propriétaire du champ utilise le bois tombé pour faire du charbon, condamné pour destruction d'un arbre à rendement. Article 23. Chasse ou pêche dans les zones réservées. Ce que la norme interdisait, chasser ou pêcher dans les zones réservées ou en dehors des périodes autorisées, indépendamment de la tradition locale. Des pêcheurs Bozo du Niger pêchent dans le même bras d'eau où pêchaient leurs pères depuis des générations. Le tronçon est désormais classé zone réservée pour approvisionner les marchés européens. Tous condamnés. Un paysan tue un crocodile qui avait déjà dévoré 2 chèvres et menaçait les enfants du village. Le crocodile était faune protégée en cette saison. Condamné. Article 24. Feu de défrichage sans autorisation. Ce que la norme interdisait, brûler la végétation pour le défrichage sans autorisation préalable. Un village pratique le brûlage. Technique de défrichage séculaire comme chaque année, le même mois sur la même parcelle. Le nouvel administrateur, arrivé depuis 3 mois, ne connaissait pas la tradition. 22 hommes condamnés. Un agriculteur brûle les chaunes de son champ après la récolte. Feu non autorisé, 5 jours de cellule. Chapitre 6. Hygiène et ordre sanitaire. Article 25. Refus des mesures sanitaires obligatoires. Ce que la norme interdisait, refus de se soumettre aux vaccinations, quarantaine ou visites médicales imposées par l'autorité sanitaire coloniale. Un homme de religion musulmane refuse le vaccin antivariolique parce que le médecin colonial est une femme. Aucune alternative n'est proposée. 8 jours de prison. Une femme enceinte est contrainte à la quarantaine dans un lazaret colonial loin du village. Elle refuse d'accoucher sans les femmes de sa famille, condamnée pour refus de quarantaine. Un vieux guérisseur traditionnel invite les malades du village à se soigner avec les méthodes ancestrales au lieu de se rendre au dispensaire, condamné pour opposition aux mesures sanitaires. Article 26. Habitation non conforme aux prescriptions hygiéniques. Ce que la norme interdisait, habiter dans des constructions non conformes aux normes hygiéniques établies par l'administration, souvent inspirées des standards européens sans pertinence climatique locale. Un homme d'un village sérère vit dans une case ronde à toit de chaume, construction parfaitement adaptée au climat et naturellement ventilée. L'administrateur ordonne de reconstruire en forme rectangulaire avec un toit en tôle. Refus.
Infraction, habitation insupportablement chaude. Un village est condamné à une amende parce que les cases sont trop proches les unes des autres pour violation des distances hygiéniques minimales, bien que la disposition traditionnelle fût conçue pour se protéger du vent et des prédateurs. Un homme qui n'a pas les moyens d'acheter des matériaux conformes est quand même condamné. Aucune aide n'est prévue pour se mettre en règle. L'infraction est automatique. Article 27. Refus de participer aux travaux collectifs d'assainissement. Ce que la norme interdisait, refus de participer aux travaux collectifs d'assainissement du village, nettoyage des fossés, construction de latrines, drainage. Un homme absent pour maladie lors d'une journée de travail collectif pour des latrines du village. Il n'a pas de certificat médical. Le dispensaire est à 30 km. Condamné. L'ordre est donné de construire des latrines publiques à la manière européenne. Les villageois ne sont pas associés à la conception. Quiconque ne participe pas aux travaux est un criminel. Chapitre 7. Pratiques culturelles et religieuses. Article 28. Fétichisme, sorcellerie ou magie. Ce que la norme interdisait, pratique de fétichisme, de sorcellerie ou de magie jugée de nature à troubler l'ordre public. Un guérisseur traditionnel est condamné pour avoir soigné un patient avec des herbes, des prières et un rite de purification. Le patient avait guéri. Sorcellerie préjudiciable, 1 mois de prison. Un vieillard porte au cou une amulette en cuir avec des inscriptions coraniques, pratique courante dans l'islam africain. Un garde la dénonce comme fétiche, condamné. Une femme est accusée de mauvais œil par un voisin lors d'une querelle de voisinage. L'administrateur, sans instruction, la condamne pour pratique de nature à soumettre autrui à une influence néfaste. Un griot qui récite des formules rituelles lors d'une cérémonie funèbre est condamné pour pratique magique. Les formules étaient traditionnelles et ne menaçaient personne. Article 29. Cérémonie initiatique non déclarée, ce que la norme interdisait. Tenir des cérémonies initiatiques sans notification préalable à l'autorité. Une cérémonie de circoncision collective, de nature sacrée et réservée dans la tradition locale, est notifiée à l'administrateur qui envoie 2 gardes pour assister. L'année suivante, la communauté décide de ne pas la déclarer pour préserver le caractère sacré. Le chef du village et les anciens officiants sont condamnés. Une cérémonie d'initiation féminine est découverte par hasard par un surveillant. Les vieilles femmes qui officient sont arrêtées. Le fait que la cérémonie se soit déroulée la nuit est retenu comme circonstance aggravante et clandestinité. C'est à suivre.